Accrochez-vous, on part en haute mer pour les tempêtes et les abordages. Une émission consacrée à la première partie en direct tout de suite aux pirates, aux flibustiers, aux boucaniers, aux corsaires des mers, la grande saga Rouge et Or. Je me souviens de ces bouquins qui ont incendié mon adolescence, les grandes aventures, les grandes épopées sang et or de la bouquin, de la flibuste, L'île au trésor de Stevenson, Le corsaire rouge de Fenimore Cooper. Ok, d'accord, boucanier, pirate, flibustier, c'est quoi cette saga? On va s'embarquer là-dedans et voir. Ça a été une grande page d'histoire, ouais, de grandes pages d'histoire. Les boucaniers des hautes mers, des Caraïbes, de Saint-Domingue, de la Havane. Ouais, ceux de l'île au trésor et du drapeau noir. Et ces mecs, ils s'appellent comment? On peut donner leur nom comme ça, bien sûr. On va rameuter tous les spectres de la flibuste. Tous sur le pont du navire, prêt à embarquer, c'est ok. Grappin et sabre d'abordage. Ce putain de soleil des Caraïbes qui brûle et incendie le décor. Ces mecs, ceux de l'île au trésor et du drapeau noir, ils s'appelaient Chien Noir, Francis Drake, Morgan le pirate ou Long John Silver de l'île au trésor. Et ils avaient dans le sang la mer et la mort et le goût des trésors, le vertige de vivre et de mourir, de s'embarquer dans une spirale tournoyante. Alors on plante le décor, on arrête l'image, grand écran couleur, les navires battant pavillon à tête de mort, les sabres, les pistolets d'abordage, les îles de la Caraïbe, les tavernes enfumées, la mort joyeuse, ouais, le grand tourbillon d'or et de sang qui t'emporte, une espèce de déferlante, un grand élan solaire vers la création tout entière, avec la vie et la mort, bien sûr. Ouais, une grande spirale de lumière. Alors je rameute les spectres, ok, ils arrivent, j'appelle à moi les fantômes de Long John Silver, du Capitaine Kidd, de tous les frères de la côte qui surgissent des profondeurs de l'enfer, empoisonnés, sanctifiés par la fièvre de l'or. Ceux-là, c'est des frères dans la course, bien sûr. Dans la course à quoi? Au plus lointain possible. Par-delà la ligne d'horizon, fracasser l'obstacle, la limite, s'emporter dans une bourlingue en haute mer qui n'est pas simplement un récit d'abordage de sang et d'or, mais une traversée aussi des autres mondes. Ouais. Alors, pour tous les frères nomades, les boucaniers, les flibustiers des Caraïbes, c'est parti, amis. J'aurais tant voulu te connaître quand tu étais jeune et belle, quand tes pierres étaient de vraies pierres, dans le temps de la marine à voile. Saint-Malo, la cité corsaire, toi qui es resté si fier, raconte-nous un peu ton histoire. Celle qui commence dans la rue de la soif. Tu as recueilli sur tes quais les plus grands aventuriers. À
trottoir de la rue de la soif. Tu en as vu partir au loin, qui ne sont jamais revenus. Beaucoup ont donné des putains au trottoir de la rue de la soif. Ah, solo. J'aurais tant voulu te connaître quand tu étais jeune et belle, quand tes pierres étaient de vraies pierres, dans le temps de la marine à voile. Aujourd'hui, pour gagner ta vie, tu n'as plus que ces souvenirs. Sur ce, je vais boire sans faiblir à ta santé dans la rue de la soif. Ah, Monica. Ouais, c'est un chant sacré. Accordéon. À ta santé dans la rue. La soif. Toute la philosophie du pirate, son credo, tient en quelques mots, des mots prononcés par un pirate des Caraïbes qui dit « Aujourd'hui vivant, demain mort, que nous importe d'amasser ou de ménager. Nous ne comptons que sur le jour que nous vivons et jamais sur celui que nous avons à vivre. » Ben, tout est dit là, ok. Hein, il ne faut pas des grandes paroles ou des émissions d'une heure comme je vais faire. Quelques lignes suffisent à fixer ce que ces mecs vivent, dans quoi ils le vivent, pourquoi ils le vivent, où ils vont. Alors pas confondre le corsaire et le pirate. Le corsaire met son navire et ses hommes au service d'un roi, défend les intérêts d'un royaume, comme le ferait un mercenaire ou un idéaliste, avec une cause à défendre. Le pirate s'en fout. Pas de justification historico-politique, il n'en a rien à foutre. Il est là pour le pillage, l'intensité de vivre, la grande aventure et la mort rapide. C'est ce que dit Washington Irving, qui a raconté la vie du capitaine Kidd. Il dit « Il n'y a en effet qu'un pas du corsaire au pirate. Tous deux combattent pour l'amour du butin. Seulement, le dernier est le plus brave, puisqu'il affronte à la fois l'ennemi et le gibet. C'est-à-dire l'ennemi et les bateaux qu'il prend d'abordage, et en même temps la justice du roi, les armées du roi qu'on lui envoie pour le mettre à mort, le pendre au plus haut d'un gibet. Parce que ne vivra pas un corsaire qui, lui, travaille pour un État ou un roi.
Bien souvent, le corsaire, au bout de plusieurs bourlingues au service d'un royaume, devient un pirate. Certains pirates ont été des galériens qui ont fui les galères. Ce sont tous ces aventuriers de l'Europe, cette Europe, qui ont débarqué, certains déserteurs ayant vécu les guerres européennes, ont débarqué, sont groupés en confréries sur des navires pirates et se sont lancés à la conquête des mers. Réellement, pas simplement le fait d'aborder un navire et de prendre un butin. Ce qu'ont fait ces mecs pendant quelques années, c'est vraiment, ils étaient les maîtres, les princes des mers. Ben, le truc, ouais, est-ce qu'un pirate est mortel, ami? Ouais, on a vu dans toutes les histoires, un film de pirates. Il est tragique aussi, puisqu'il vit vite. Il y a une fatalité qui pèse sur lui. Connerie, je vais vous dire, le pirate ne meurt jamais. Ok? Ceci pesait, donc on installe un flash de lumière qui ne bouge plus et qui tient à sa course et qu'il porte plus haut. Alors on est en quelle époque? Alors, grand écran couleur, ok? C'est l'époque 16e siècle, hein, où les galions espagnols font la navette entre l'Espagne et le Nouveau Monde, l'Amérique qui vient d'être découverte par Christophe Colomb. Et les galions espagnols ramènent du Nouveau Monde jusqu'en Espagne, à Cadix, de l'or, des épices, des bois précieux, du tabac, enfin toute la cargaison commerçante qu'ils ont découvert sur le Nouveau Monde. Et les galions espagnols qui transportent ces richesses partent de Veracruz, de Carthagène, se rassemblent à la Havane avant de mettre le cap sur l'Espagne. Donc ils doivent traverser les îles des Antilles. Et c'est là où les pirates les attendent, avec leurs navires de guerre, voiles blanches sur l'océan et drapeaux noirs. Ce flamboiement d'un coup, prêt à prendre d'abordage, les navires marchands qui viennent donc de Veracruz, qui se sont installés à la Havane, qui traversent les Antilles, qui vont foncer avec leur cargaison de bois précieux, de tabac, de richesses et d'or, foncer vers Cadix. Les pirates les attendent dans les Antilles. Ok, oui, bien sûr. Ce qu'explique un chroniqueur, il dit « Dans la stratégie de domination de la mer des Caraïbes, les îles tiennent une place particulière. En effet, elles permettent d'assurer la sécurité des convois. Cependant, les Espagnols manquent d'hommes et de moyens pour contrôler un arc insulaire de plusieurs milliers de kilomètres carrés, où voisine une myriade d'îlots à proximité de vastes ensembles comme Cuba ou la Jamaïque. Partout, les côtes sont riches en havres propices à la clandestinité, en épaisses forêts. Ainsi, pirates, contrebandiers, corsaires de toute l'Europe peuvent se ménager des refuges dans des rades sûres, entretenir leurs vaisseaux et se nourrir. Donc ces mecs, là où ils sont, ont créé un État, une confrérie, un royaume, le royaume des flibustiers, de la flibuste, installé dans les Caraïbes. Ces îles, imagine cette déflagration, ce grand champ d'amour et de mort sur la mer, lorsque se heurtent les bateaux, les navires, les briques, les galions et que crache le feu des canons. Ces îles, là où les pirates se sont embusqués, dont ils ont fait leur royaume barbare, leur royaume insurrectionnel en permanence, ces îles sont des îles paradisiaques, hein, la mer, la couleur, un bleu turquoise, une pureté extrême, un raffinement de la couleur, les oiseaux multicolores dans les arbres de la jungle, de la forêt, et les tribus indiennes, et les pluies tropicales, cette moiteur dorée, ce paradis devant la chute. Ces mecs se sont retrouvés là, dans l'Éden. Ils ont bâti leur empire de rebelles dans l'Éden. Ils ont pris d'assaut le paradis, tout simplement. C'est là où tu vois que le grand truc des flibustiers, des pirates sur les hautes mers, cette grande flambée d'or et de sang, leur havre de paix, là où ils retournent après les combats, là où ils se recueillent, où ils ramènent le butin. Ce ne sont pas de sombres cavernes enfoncées dans la terre, des murailles titanesques creusées en galeries, on pourrait imaginer, une espèce de citadelle de la mer comme ça. Non, ce sont des îles paradisiaques, c'est un Éden. Ils sont au paradis. Parce que ce flash de lumière qu'on a installé au début du parcours, ce grand soleil qui plombe tout, jamais il ne s'éteint, ok? Bon, ces pirates, ces mecs qui débarquent, qui sont les aventuriers des guerres européennes, les losers des guerres d'Europe, hein, leur lucidité extrême. Ils ont pigé que faire la guerre pour des royaumes, faire la guerre pour d'autres, ça ne les intéressait pas.
ou alors en mercenaires. Ils ont passé le temps de ces combats-là. Ils se sont groupés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils foutent dans les îles des Caraïbes? Eh bien, ils font la guerre, bien sûr, mais leur propre guerre, la leur. C'est là la lucidité. Ils ne sont plus au service des intérêts tactiques et politiques d'un royaume, d'un État, quel qu'il soit, mais ils ont, eux, leurs propres intérêts tactiques, leurs propres lois, leurs propres règles de vie. Un monde dans le monde, une fraternité soudée, secrète, une fraternité secrète. Ils sont emportés par une sorte de fatalisme suicidaire, c'est ce fatalisme qui les emporte au bout de leur course. Suicidaire parce que, eh bien, on vit très vite, et la mort rapide surgit, corbeau noir, à n'importe quel moment de l'image. Avec le soleil des Caraïbes sur la tronche. C'est le bateau ivre de Rimbaud, hein, le féroce infirme revenu des pays chauds dont parle Rimbaud dans sa Saison en enfer. Ce que dit un pirate de l'île de la Tortue, hein, le mousqueton en travers de la ceinture, le mec balance. L'homme de mer ne désire qu'une seule chose, avoir une vie courte, mais joyeuse. Dionysiaque, il salue Dionysios, une vie courte, rapide, mais joyeuse, parce que la joie ne peut qu'exploser avant que ne vienne l'arrêt du temps, la banalité, l'espèce d'endormissement du monde, des passions, des rythmes, la mort tenue loin comme ça. Ils ne veulent pas vivre ça dans la cendre et la désespérance. Ils rapprochent la ligne d'horizon, ils font descendre plus près d'eux le soleil et la brûlure. Ils s'installent dans la vie vite, dans cette rapidité qui tue et qui donne la joie parce qu'elle est fulgurante, parce que la joie explose. Pas une joie humaniste comme ça, une petite joie de petits besoins parce que petits désirs et hop, paf, on reçoit quoi? Ils demandent tout. Ils veulent le ciel, ils veulent la mort, ils veulent Dieu, ils veulent l'or, ils veulent l'horizon, la domination sur les mers du monde. Et pourquoi pas sur les étoiles, ouais. C'est ça la fatalité suicidaire, d'accord? Mais c'est le bateau ivre de Rimbaud. Alors comment vivent ces mecs? Ils vivent dans un trip qui est leur image, une sorte de somptuosité baroque de la violence. Ce sont des rois surnaturels, des chiens noirs, qui viennent des profondeurs aussi. Regarde Worrall, hein, et Atkinson, ces deux pirates qui officiaient au large de la Jamaïque. Ouais, officiers, comme on lance un rituel. Les abordages pirates, ce sont des rituels. Ces deux mecs, Worrall et Atkinson, hein, les chroniqueurs anglais de l'époque en parlent. En une seule année, ils ont pillé 32 navires anglais, hein, lancé des raids dans la baie de Veracruz, sous les remparts espagnols. Worrall prononce son nom, Worrall. C'est à la fois le loup et le guerrier du dieu Wotan. Et l'autre, Atkinson. On dirait le nom d'un major anglais décadent, en dolmen rouge, sa botte sur la gorge de l'adversaire, buvant, riant dans un verre de cristal, une espèce de décadence comme ça, tordue, fragile et forte. Atkinson et la finesse du dolmen rouge. Worrall et la charge du loup. Et au cours d'un abordage manqué, 7 de leurs hommes sont capturés par les Anglais. Alors le jugement est expéditif et rapide, hein. On monte les 7 types sur le pont, roulement de tambour. Le major anglais prend le temps d'allumer une cigarette anglaise. Il respire 2 fois. Il balance la sentence. Ok, qu'est-ce qu'on fait de ces 7 mecs capturés? C'est les 7 pirates de la bande à Worrall capturés par les Anglais. Ok, ils sont arrivés au bout de la course, là. Ok, la vie rapide, la mort, la voilà, c'est maintenant. Et quelle mort ont ces mecs? Regarde dans quel enfer ils ont balancé leur tronche. Roulement de tambour des soldats anglais sur le pont, ok. On lit un acte expéditif, comme ça, au nom de sa gracieuse majesté, condamnation à mort, au nom de la reine d'Angleterre, c'est solennel. Et puis on leur coupe les mains et on les balance à la flotte. Voilà comment ces mecs sont morts, noyés dans l'eau en se vidant de leur sang. Ouais, la vie des pirates, c'est immédiatement le fer qui tranche, la mort rapide, corbeau noir surgissant dans la fournaise en portant le jeu. Ce putain d'oiseau de mort qui descend du soleil au milieu de la poudre qui fume et des hurlements et emporte l'histoire. Artaud était un pirate, hein. Il utilisait le drapeau noir et le crochet du capitaine Kidd pour fouiller l'intérieur de la barbaque, comme il disait. Avec quoi il le faisait, ce mec? Avec un crochet pirate, dans sa propre poitrine.
C'est comme ça qu'Artaud sanctifiait le monde, dans ses hurlements au soleil. Comment meurent les princes des mers? Très haut dans la légende. Au moment de la mort, ces mecs se vautrent plus dans l'or et le sang. Ils ont l'attitude des rois surnaturels. Regarde la mort de Worrall et d'Atkinson, capturés par les armées anglaises. Ils se tiennent debout devant la mort, comme des messagers surnaturels. Ouais, ils sont beaux, mes frères, putain. Regardez briller dans l'image. Je les aime dans cette putain de lumière. Adolescents, dans ces films années 50, la charge, la couleur, l'émotion, la vibration, ce qu'on recevait en pleine tête. Quelle charge fraternelle d'amour et de mort. Alors, regarde la mort de Worrall et d'Atkinson dans une chronique de 1583. L'amirauté réagit, fait arrêter la bande et pendre 3 hommes, dont les 2 meneurs. Plus loin, en s'avançant vers la potence, Worrall portait un pantalon vénitien cramoisi et Atkinson avait un manteau violet avec des boutons d'or. C'est comme ça que ces mecs vivaient et mouraient dans des costumes de théâtre. Chapeau bas, messieurs, ouais. Saluons les frères de la côte, les corsaires, les flibustiers. Grande histoire. Le corsaire, le grand coureur, est un navire de malheur. Quand il se met en croisière pour aller battre l'anglais, le vent, la mer et la guerre tournent contre le français. Allons les gars des guets, allons les gars des mans. Il est parti de l'Orient avec belle mer et bon vent. Il cinglait bâbord à mur, naviguant comme un poisson. Un grain tombe sur la mâture, voilà le corsaire en ponton. Allons les gars des guets, allons les gars des mans. Il nous fallut remater et diablement bourlinguer. Tandis que l'ouvrage avance, on aperçut par tribord un navire d'apparence amantelé de sa bord. Allons les gars des guets, allons les gars des mans. C'était un anglais vraiment à double rangée dedans, un marchand de morsecite, mais le français n'a pas peur. Au lieu de prendre la fuite, nous le rangeons à l'honneur. Allons les gars des guets, allons les gars des mans. Et pour les siffles sur nous, nous lui rendons coup pour coup, tandis que la barbe en fume à nos braves matelots. Nous voilà pris dans la brume, nous échappons aussitôt. Allons les gars des guets, allons les gars des mans. Pour nous refaire des combats, nous avions à nos repas une gourgane d'arance, du vinaigre au lieu de pain, le biscuit pourri d'avance et du camphre le matin. Allons les gars des guets, allons les gars des mans. Nos bisous pour le 6 mois, on puisse monter à 3. Un navire plein de patates, une à moitié chaviré, un autre plein de savates, un troisième de fumier. Allons les gars des guets, allons les gars des mans. Pour finir ce triste sort, nous venons périr au port, dans cette affreuse misère, quand chacun s'est perdu, chacun selon sa manière, se saurait comme il a pu. Allons les gars des guets, allons les gars des mans. Si l'histoire du grand coureur a pu vous toucher le cœur, ayez donc de belles manières et payez-nous largement. Du Namur à de la guerre et nous serons tous contents. Du Namur à de la guerre et nous serons tous contents. Du Namur à de la guerre et nous serons tous contents. Allons les gars des guets, allons les gars des mans. Allons les gars des guets, allons les gars des mans. Ouais, donnez-moi une femme pirate pour une nuit, pour le pillage et l'incendie avant de mourir. C'est un grand rêve qu'on peut se balancer comme ça. Il est dans son éternité, dans sa lumière. J'ai 2 nanas à vous proposer. Mary Read et la fameuse reine pirate irlandaise O'Malley, qui écumait la côte de Cork en Irlande, dans les terres gaéliques. 2 reines pirates. Hein. Ces nanas, ce sont des incendiaires. Sapées comme des mecs pour lancer un abordage. Elles ne ressemblent pas à des femmes, elles sont sapées comme des pirates. Ce sont des femmes. Bizarre, c'est 2 nanas dans une confrérie d'hommes, de pirates. Société d'hommes, il n'y a pas de femmes. 2. Elles ont laissé leur nom dans l'histoire. La première, Mary Read, est anglaise. Elle combat en tunique rouge, avec le fameux pantalon corsaire, des bottes de daim, ses longs cheveux noués par une lanière,
avec son sabre d'abordage. Et on raconte le combat qu'elle livra sur la côte de Saint-Domingue. Alors elle ferraillait, croisait le fer avec les adversaires, dans les explosions de la poudre, dolmen rouge, fermé, boutonné jusqu'au col, pantalon corsaire, bottes de daim, les cheveux serrés, un foulard autour de la tête. Elle balance son adversaire au sol, chlaf, le mec tombe par terre, elle lève le sabre pour lui donner le coup de grâce, mais juste avant, cette image est restée dans la légende des pirates de la Caraïbe. Juste avant, elle ouvre son dolmen rouge, flaf, elle fait péter les boutons, elle l'ouvre, elle se dégage, elle est nue dessous. Elle montre sa poitrine au mec qui est en bas. Elle se tient devant lui, le sabre en l'air, poitrine nue. Elle lui révèle qu'elle est une femme avant qu'il meure. Imagine le mec qui croyait combattre contre un pirate, un mec comme lui, un type, quoi. Un de ces bourlingueurs de la haute mer. C'est contre un mec comme ça, c'est celui-là qui a lui donné la mort, c'est le jeu, tant pis. C'est une femme. Et elle balance son sabre d'abordage, lui fracasse le crâne. Une femme anglaise, de la bonne société anglaise, qui avait choisi les bourlingues dans les Caraïbes, fuyant sa famille nobiliaire, particules, château. Pourquoi? Il n'y avait pas Dr Freud ni Jung à l'époque. On n'a jamais expliqué, on n'a pas expliqué. L'épopée, elle passe avec ses images, ses chants et sa fureur. C'est une danse, c'est une musique dans l'univers. Vous êtes là pour vivre de haute musique. La reine Grace O'Malley, reine des pirates d'Irlande, elle commandait, elle, carrément une flotte de guerre, un battant pavillon noir, une menthe religieuse, ouais. Elle captura un jour un jeune officier de la marine anglaise, elle en fit son esclave pour une nuit, viola le pauvre mec, s'abandonna à elle, et puis se laissa faire. Et au matin, la menthe religieuse donne la mort. Elle le dévora, hein. Elle s'empala sur lui, lui déchira la poitrine avec ses ongles toute une nuit. Une louve de la haute mer. Ok. Une nuit entière dans la cabine du bateau. Le grand cérémonial de l'amour et de la mort. Et au matin, elle lui crève les yeux avec la lame de son poignard et le balance elle-même à la flotte. Certains soirs, elle reste solitaire à l'arrière du bateau. On la voit seule, comme ça, en exil. Le bateau croise dans la nuit, pleine lune dans le ciel des Caraïbes. Elle est dans un état de profonde solitude. Elle se sent menacée par la mort, emportée dans une spirale de folie. Elle rêve de conquérir un royaume perdu, de fracasser ce putain d'horizon, de visiter en conquérante les territoires de la mort. Jusqu'à là, elle est belle. Ses mains sont pleines de sang, mais elle a un diamant dans le cœur. Elle n'appartient pas au temps des hommes. On pourrait citer Malraux pour expliquer dans quel espace-temps vivaient ces reines corsaires et les autres coureurs des mers hantés par le rêve de l'or. Ce que dit Malraux pour expliquer l'innocence du meurtre, cette épopée surnaturelle de la flibuste. Nous sommes dans un domaine cosmique, dans le domaine antérieur aux religions. L'idée de création du monde n'est peut-être pas encore conçue. On tue dans l'éternel. Les dieux ne sont pas nés. Avant la création du monde, libre de tout péché, de l'innocence fervente, démentielle, emportée dans le cristal de l'aube, de ce qu'est la vie des dieux. Même pas, Malraux le dit, les dieux ne sont pas nés bien avant la création des dieux. Un espace hors du temps. La reine pirate Grace O'Malley, cette menthe religieuse de la haute mer qui finira pendue par la police du roi, eh bien aujourd'hui en Irlande, un groupe irlandais, Granai, a composé un album entier à la mémoire de Grace O'Malley, à son épopée, l'épopée de la reine pirate. Voilà ce que chantent aujourd'hui les groupes de rock qui se battent pour virer les Anglais en Irlande, hein, pour la mémoire gaélique de l'Irlande. Une chanson composée par Sean Devin, chantée par Rita Connolly, en hommage à la reine pirate Grace O'Malley.
pour les amoureux du drapeau à tête de mort. Hey! Oh yeah! Ripples in the water of the rock pool sun, ripples in the water of the rock pool sun, ripples in the water of the rock pool sun, and the boats are in for winter. Donalon Coggy, will you marry me? Donalon Coggy, will you marry me? Donalon Coggy, will you marry me? Will I carry your 3 children? Ripples in the rock pools, ripples in the sea, ripples in the sand dunes rolling into Connemara. Ripples in the rock pools, ripples in the sea, ripples in the sand dunes rolling into Connemara. Donalon Coggy, will you sail with me? Donalon Coggy, will you sail with me? Donalon Coggy, will you sail with me from here to Falkiranga? I can feel the tide falling in the rain, I can feel the tide falling in the rain, I can feel the tide falling in the rain, but the wind is surely rising. Ripples in the rock pools, ripples in the sea, ripples in the sand dunes rolling into Connemara. Ripples in the rock pools, ripples in the sea, ripples in the sand dunes rolling into Connemara. I can feel the tide falling in the rain, I can feel the tide falling in the rain, I can feel the tide falling in the rain, but the wind is surely rising. Donalon Coggy, you will come to no good. Donalon Coggy, you will come to no good. Donalon Coggy, you will come to no good. I shall leave you and take my dowry. Ripples in the rock pools, ripples in the sea, ripples in the sand dunes rolling into Connemara. Ripples in the rock pools, ripples in the sea, ripples in the sand dunes rolling into Connemara. les abordages. Dans le Corsaire rouge de Fenimore Cooper, le Corsaire rouge sort d'un tiroir de sa cabine. Il ouvre un tiroir et il sort un drapeau, il sort un pavillon du tiroir. C'est là la ruse. Il montre à la personne qui est avec lui
Il lui montre comment il fonctionne. Regarde, ce pavillon-là qu'il sort, c'est quoi? Dessus, c'est les lys de France. Tiens, un autre plus loin, il en prend un autre. Ça, c'est un drapeau hollandais. Tiens, regarde ça. Un croissant turc sur ce drapeau. Et là, un autre. Le drapeau espagnol sur champ or. Et là, l'étendard royal de Sa Majesté d'Angleterre. Tout ça dans le tiroir de ses pirates. Ça veut dire que quand il a envie, il met l'un de ses pavillons au plus haut du mât pour tromper l'adversaire. Mais lorsqu'il veut montrer son vrai visage, et se balancer avec la couleur de la flibuste, il y a un dernier pavillon comme ça dans le tiroir, il le sort. Il sort un drapeau rouge. Pas d'ornement dessus. Rouge, comme le sang, comme le feu. Et il dit, c'est la couleur d'un corsaire. Ça, c'est le drapeau corsaire. Le drapeau noir, c'est le drapeau pirate à tête de mort. Et son interlocuteur qui est avec lui demande à un moment donné de jurer. Une promesse qu'il veut lui faire. Jure, il lui dit. Et le corsaire rouge lui répond, et là tu as toute l'âme du pirate. Sa croyance, sa foi en la vie, la sienne, les valeurs auxquelles il croit, les valeurs de la flibuste qui ne sont pas celles des hommes corrompus. Quoi? Il me demande de jurer? Et le corsaire rouge lui répond, les serments sont faits pour les hommes qui ont besoin de lois, qui les forcent à garder leurs promesses. Ouais. Les serments sont faits pour les hommes qui ont besoin de lois, qui les forcent à garder leurs promesses. Lui, il n'a pas besoin de serments, de lois qui forcent quoi que ce soit. Il n'a pas à promettre, il fait. Et là, tu as l'honneur qui apparaît. Alors on va se dire, quoi, l'honneur avec le meurtre, le pillage, les mains tranchées, cette menthe religieuse, les bateaux qui brûlent, le seul but c'est le butin, l'honneur? Oui, l'honneur. On n'est pas chez des viandards, des gangsters, des truands, des bandes de merde, là, qui... Non, c'est une caste de la haute histoire, c'est un très haute dans le soleil, elle a ses valeurs, c'est une fraternité secrète, soudée, un bloc, la flibuste, avec ses lois et ses règles. Comme on le voit, ses lois et ses règles nous donnent des leçons d'un seul coup. Merde, nous on a besoin de serments, même pire, le serment on le tient même plus. Il faut signer des papiers maintenant, il faut signer avec son nom, avec sa plume. Il faut écrire sur un parchemin ou sur un papier. C'est plus toi que tu donnes. C'est un dérisoire. Un jeu comme ça. Rien. Tu n'es pas là, toi, là-dedans. La distance que tu prends pour te donner, écrire mon nom au bas d'une page. Regarde le geste. Tu es loin du geste. Le bras est tendu. Le serment, c'est déjà plus vrai, puisque la bouche dit quelque chose. Ça vient de soi. Ça sort de soi-même. Je promets. Superbe. Superbe. Le pirate, il est encore au-dessus. Malraux l'avait dit, le temps d'avant la naissance des dieux. Pas besoin de promesses. Rien à dire. Il fait. Il fait dans quoi? Ses actes sont dans quelle perspective ajustée comme ça? La rigueur, la sienne, ses lois. Pas un instant, un pirate ne se sera parjure aux lois de la flibuste. Pourquoi? Ce n'est pas des lois sociales. Ils sont portés dans un rythme de vie et de mort, ces mecs. La Navy, la marine de guerre anglaise, les pirates gagnent d'autres mers. Ils s'aventurent en Islande, se tournent vers l'Afrique du Nord. En 1620, ils attaquent les bateaux de pêche à Terre-Neuve. Puis, tout naturellement, ils descendent et se dirigent vers les Antilles. Les bruits qui courent dans tous les ports européens sur les montagnes d'or des Amériques ne peuvent qu'éveiller les convoitises de tous les mécréants en quête de fortune facile. C'est comme ça que ces mecs arrivent dans les Antilles.
colonisent les Antilles. Et à leur tête, Francis Drake, un vrai prince pirate, et le pirate Hawkins, qui fut, dit-on, le très bon et très preux chevalier Sir John Hawkins, négrier, pirate, puis corsaire de sa gracieuse Sa Majesté. Il a commencé par être négrier et pirate, Hawkins, il a terminé comme corsaire de la reine. Donc Drake et Hawkins pillent les bateaux, ok, c'est comme ça qu'ils rentrent dans les Antilles. Et ils font aussi de la contrebande, du trafic d'esclaves. Ce sont quoi ces deux mecs? Ce sont des conquistadors solitaires, ok, accompagnés en permanence par le vol noir des vautours, par la menace. Et comment vivent-ils? Je vais te dire, c'est quoi? Des barbares, des sanguinaires? Non, pas du tout. Ils ont un rêve fou qui leur bouffe la tête et qui les sanctifie. Ils rêvent de royaumes mystérieux, comme les démiurges, les sorciers, les prophètes. Ils vivent réellement la saison en enfer de Rimbaud, avec leur chair et avec leur sang. Avec le sang, comme disait Nietzsche. Le sang, on doit écrire avec son sang. Ces mecs-là écrivent avec leur sang. C'est pour ça que Dieu les garde dans sa sainte lumière. Oui, Dieu les garde. Quoi qu'ils aient pu faire, flash au magnésium, la lumière qu'on a posée au début du voyage, elle brille toujours, jamais elle s'éteint, même la mort l'éteint pas. Parce que ces mecs, on le dit peu, ils savaient mettre un genou à terre et prier Dieu, comme les chevaliers de l'histoire. Ce que dit un témoin de l'époque, un texte écrit en 1666 par Olivier Oxmelin. C'était un jeune chirurgien qui s'embarqua pour les Antilles et qui devint le chirurgien des pirates. Il vivait avec eux. Il a laissé un récit, ce mec, et il écrit comment vivait-on chez les pirates dans l'île des Caraïbes, à la Havane, dans l'île de la Tortue. Et ce mec écrit: on fait ordinairement 2 repas par jour sur les vaisseaux aventuriers, quand il y a assez de vivres. Sinon, on n'en fait qu'un. On prie Dieu à l'entrée du repas. Les Français, comme catholiques, disent le cantique de Zacharie, le Magnificat et le Miserere. Les Anglais, comme prétendus réformés, lisent un chapitre de la Bible et du Nouveau Testament, ou récitent des psaumes. Voilà comment vivaient les mecs. Ces pirates, ces mecs qui foutaient les mers du Sud à feu et à sang, priaient Dieu. Ne commencez pas un repas sans s'adresser à Dieu. Quand ces mecs arrivent aux Antilles, ils remontent les estuaires, attaquent des bateaux portugais, bâtissent des villes de bois sur le bord des côtes, qu'ils entourent de fortifications, ce sont leurs citadelles, avec des tavernes pour boire du rhum, plotter les filles, s'amuser. Ils construisent des villes. Ce sont aussi Antilles. Ces mecs partis de Bretagne, de La Rochelle, d'Irlande, tous les coins d'Europe, qui sont arrivés ici sur leurs navires de guerre, les pirates, les pillards, c'est eux qui ont fondé les Antilles, avec leur sang. Ils ont écrit l'une des plus belles pages d'histoire, sang et or. Chercher un avenir meilleur, les yeux tournés vers le grand océan, ils ont quitté l'Orient. Galère du roi ou galion de corsaire, ils ont pleuré sur les quais de Quimper, les yeux tournés vers des îles lointaines, ils ont quitté Ils ont débarqué à Cuba, jeté l'ancre à Antigua, sur les terres de Madinina, ils ont planté du tabac, qui s'appelle Yanuloïc, ils ont trouvé leur Amérique, buvant du rhum à la Dame Jeanne, pour oublier le corps des femmes, partis du nord de Bretagne ou d'Asie.
certitude de ceux qui refusent les lois, avec assez leurs habitudes pour ne plus vivre pour un roi. Ils ont vaincu les Espagnols et barré la route aux Anglais pour que leurs enfants aient un sol et deviennent des Antillais. Pour chercher d'autres paradis. Et c'est en bâtissant des villes qu'ils ont oublié l'exil. Ils ont connu d'autres musiques, les tambours, les maracas, qui font bouger les tropiques et oublier le temps qui passe. Partis du nord de Bretagne ou d'ailleurs, partis chercher un avenir meilleur. Des yeux tournés vers des îles lointaines, ils ont quitté l'Aquitaine. Et en 1577, Francis Drake revient dans les Caraïbes. Il revient dans les Caraïbes, Francis Drake, après cette conquête des Antilles, des années après, avec un projet fou. Il faut aller plus loin, ça suffit pas, fracasser ce putain d'horizon. Avec sa horde de mecs à bord de son brick, ce mec qui fonce. C'est quoi ce projet fou? S'emparer de Carthagène. Carthagène, parce qu'à Carthagène, les Espagnols entassent l'or qu'ils ramènent du Pérou. Et bien, Francis Drake, Cédric, il va prendre Carthagène et prendre l'or du Pérou, le trésor des Incas que tiennent les Espagnols à Carthagène. C'est une quête du Graal, en pleine légende. Pour cette aventure, la prise de Carthagène, ce mec, c'est un jeu qu'il lance comme ça, à la lumière, en plein soleil. Après les Antilles, Carthagène, ok, l'or des Incas. Et pour ça, il recrute les meilleurs pirates. Et la bataille de Francis Drake prenant d'assaut les fortifications de Carthagène, un assaut terrible contre les murailles de Carthagène face aux canons espagnols. 2000 pirates armés pour la guerre avec les drapeaux noirs à tête de mort. Putain, le choc, la canonnade depuis les remparts, les types prêts à l'abordage. Je lis les chroniques de l'époque. Les notables de Carthagène acceptent de transiger avec Francis Drake et de payer une rançon de 700 000 ducats. Il est grand temps. La fièvre jaune décime les hommes. Voilà la mort rampante qui s'installe. Hein ? La fièvre jaune pendant le temps qu'a duré cet assaut. Et c'est pas d'un coup de mousquet ou d'un boulet de canon que va mourir Francis Drake. Il tombe malade, vomit ses tripes, se tord au soleil. La mort à l'intérieur du corps. Il est dévoré par la lumière et le poison des Caraïbes. Il se traîne dans la jungle avec ses hommes. Après les combats glorieux en haute mer, hein, voilà cette putain de fièvre jaune et le piège végétal de la jungle. C'est là-dedans qu'il avance maintenant avec ses pieds. Il n'est pas sur le pont d'un navire. Il fuit dans la jungle après la bataille de Carthagène avec un groupe de pirates malades à crever. Et la mort rampante, ok, celle qui lui bouffe le corps de l'intérieur, elle lui vole la victoire. Ouais, la victoire en haute mer, en plein soleil, avec le drapeau battant en plein vent. Elle lui vole la victoire. C'est dans l'obscurité végétale de la jungle, en le bouffant à l'intérieur du corps, la fièvre jaune, qu'elle va le tuer. Ouais.
Elle ne le tue pas sur le pont d'un brick ou d'une frégate dans les plis du pavillon noir, mais au fond de la jungle. Et rien à faire, hein. On ne tue pas la fièvre jaune avec un sabre d'abordage, on la traîne avec soi. Francis Drake se retire, malade avec ses hommes, et il meurt de la fièvre jaune au fond de la jungle, à Portobello. Il meurt de la fièvre jaune, bouffé de l'intérieur, ouais. La mort de Francis Drake, c'est pas n'importe quelle mort. Bien sûr, soleil rouge sur la mer d'un seul coup, batté pavillon noir, le grand cérémonial pirate, un prince de la Flibus vient de mourir, vient de basculer dans la lumière. Pour d'autres combats encore. Ciao! À la mémoire de Francis Drake, prince des mers, grand pirate devant Dieu. Nos chaînes étaient solides, on a piqué les clés, puis on s'est mutiné, à mort les fils de pute. Le capitaine d'armes et son second par le subord, tous ceux qui veulent nous suivre auront la vie sauve. Rassemblez tous les hommes, déclaration de Rome, canonniers sous les ponts, chargez tous les canons, timonier à la barre, elle est sur le combat, paré pour le grand large, prends le bas de combat. Ça fait tellement longtemps que nous attendions ce moment. Nous mettrons tous les océans à feu et à sang, ravis de mutinerie sous le tropique du cancer. Les coureurs des mers pour des monstres, des blocs de haine, sans âme. Certains ont laissé leur cœur dans la vieille terre de France. Un amour, un beau souvenir qui les protège, qui les garde. Le goût des larmes, certaines nuits, dans les tempêtes. Un îlot de bonheur qui leur brise le cœur comme ça, qui surgit avec la nostalgie et les souvenirs et qui les met en exil. Quand je suis parti de La Rochelle, je suis parti tout en pleurant, en naviguant ma brunette. Je suis parti tout en pleurant, en naviguant. Qu'avez-vous donc, vos camarades? Qu'avez-vous donc à pleurer tant en naviguant ma brunette? Qu'avez-vous donc à pleurer tant en naviguant? Regrettes-tu ton père ou ta mère? Ou
ou bien quelqu'un de tes parents naviguant, ma brunette, ou bien quelqu'un de tes parents naviguant. Je ne regrette qu'une jeune fille, âgée de 15 à 18 ans, naviguant, ma brunette, âgée de 15 à 18 ans, naviguant. Si jamais je reviens en France, je l'aimerai tout en passant, en naviguant, ma brunette. Je l'aimerai tout en passant, en naviguant. Je lui donnerai du vin à boire dans un beau verre de cristal blanc, en naviguant, ma brunette. Dans un beau verre de cristal blanc, en naviguant. Je lui dirai buvez dans la belle, à la santé de votre amant, en naviguant, ma brunette. À la santé de votre amant, en naviguant. Quand il parle des navires pirates, le chirurgien des pirates, dont j'ai cité un texte tout à l'heure, parle de navires, c'est le langage, il écrit ça au XVIe siècle, il parle de navires aventuriers. Déjà, tu as l'image du navire, bien sûr, c'est un monde en soi. Aventurier, parce que la dominante lumineuse de cette histoire, c'est l'aventure. Ça peut être celle du pillage, on l'a vu, celle du corsaire qui met son sabre au service d'un roi ou d'un royaume, parce qu'il y croit, ou comme un mercenaire pour du fric. Et d'autres qui avaient l'âme d'aventuriers, qui auraient pu devenir pirates, ou qui l'ont été, galériens à une époque, corsaires du roi, se retrouvent sur des caravelles superbes qui fondent la haute mer. Et qu'est-ce qu'on voit sur la voile des navires? Il n'y a pas le drapeau rouge corsaire, il n'y a pas le drapeau noir à tête de mort, il n'y a même pas de pavillon, c'est la voile toute blanche. Et sur la voile toute blanche, tu as la croix templière. Ouais, un ordre templier de soldats du Christ, lancé à l'assaut des hautes mers, un ordre en armes. La foi au cœur et au corps. Et à la tête de cette escadrille des mers, portant la croix du Christ, de ses chevaliers, Henri le Navigateur. Grand nom dans l'histoire, ses bourlingues, ses aventures en haute mer. Henri le Navigateur, qui est à la fois un visionnaire et un explorateur, qui part à la conquête de territoires avec ses hommes en armes. C'est un prince portugais qui est né à Porto, qui est un chevalier à l'âme, qui a l'âme d'un chevalier, qui est pris de l'idéal des croisés, de la croisade. Mais lui, il l'a fait sur les mers, sur les navires, des navires templiers. Ils ont existé, bien sûr. Henri le Navigateur avait été nommé gouverneur et administrateur de l'ordre du Christ, l'équivalent du titre de grand maître dans l'ordre des Templiers. Et on dit de lui qu'il était un prince savant et maritime et un homme d'autorité. Sa volonté tendait vers un but bien défini, mais inconnu des autres hommes. Ce que disent les chroniques. Sa volonté tendait vers un but bien défini, précis, il sait où il va, mais inconnu des autres hommes. On fait en sorte que ce prince des mers, qui lui avance avec la croix du Christ, la croix de l'ordre du Temple, vit dans un secret incommunicable. Il est missionné. Et comment vivait Henri le Navigateur à la tête de son escadre des mers? On dit qu'il était entouré de savants, des astronomes, des cartographes, des alchimistes. Il avait à Sagres, qui était la ville où il se retirait, une immense bibliothèque où on trouvait des ouvrages de mathématiques, des carnets de voyage, dont les aventures de Marco Polo, une carte de l'Afrique, des instruments de mesure, des lunettes astronomiques. Cette vision de la science, de l'exploration et de la découverte au service du Christ, quand ce mec-là quittait sa Thébaïde, son monastère de la haute pensée, les froides spéculations de la conscience, les grands rêves, balancés et projetés sur des cartes murales, les livres de théologie, la recherche du Christ.
le besoin fou et missionnaire de faire briller plus loin cette lumière. De là l'ordre du Temple, la croix templière et ses moines guerriers embarqués dans l'histoire, cela sur des navires. Et au nom de la couronne du Portugal, parce que, bien sûr, il agit pour la couronne du Portugal, Henri le Navigateur, qui est le grand maître de l'ordre du Christ, templier, on le voit pousser, embarquer son escadre en Afrique, dans les îles, dans les archipels de la côte africaine. On dit qu'Henri le Navigateur a conduit ses caravelles templières, en Afrique, aux Canaries, aux Açores, à tous les coins, jusqu'aux Caraïbes. Étonnant ce qui surgissait d'un seul coup sur la mer, dans le soleil de l'aube ou sur les crépuscules, dans la lorgnette de vue des pirates, battant pavillon à tête de mort ou drapeau rouge, des caravelles toutes blanches, frappées de la croix du Christ. Et ces mecs, ces chevaliers du Christ, sur le pont du navire, les soirs où la pleine lune des Caraïbes plombe le paysage, l'illumine. Cette lumière, pour eux, plus haut encore, c'est l'étoile dans le ciel. L'étoile des navigateurs. L'étoile que suivent les navigateurs, l'étoile polaire. Bien sûr, cette lumière, cette étoile, c'est la Vierge toute pure, la mère du Christ, bien sûr. Le cristal de la chrétienté qui les porte, les emmène. La grande dame splendide de leur histoire. Ces hommes de guerre. Ils prient la Vierge sur les caravelles templières dans les mers du Sud, avant de lancer les combats. Voguons au vent de mer, au gré des vagues, Marie là-haut comme une étoile, Marie là-haut veillez sur nous, étoile du ciel, lumière sans voile, étoile du ciel, priez pour nous. Voguons au vent de mer, au gré des vagues, Marie là-haut comme une étoile, Marie là-haut veillez sur nous, étoile du ciel, lumière sans voile, étoile du ciel, veillez sur nous, étoile du ciel, lumière sans voile, étoile du ciel, veillez sur nous, étoile du ciel, lumière sans voile, étoile du ciel, veillez sur nous, étoile du ciel, lumière sans voile, étoile du ciel, veillez sur nous, étoile du ciel, lumière sans voile, étoile du ciel, veillez sur nous, étoile du ciel, lumière sans voile, étoile du ciel, priez pour nous. Ouais, c'est beau. Ça t'installe un cristal définitif dans le cœur. Moi, dans les années 50, je me rappelle des bouquins que je lisais, que ce soit Stevenson, Corsaire rouge de Fenimore Cooper. J'ai écrit dans un bouquin que j'ai fait sur les chouans, qui s'appelle Les Chouans, qu'on ne trouve plus actuellement, paru chez Henri Verrier à l'époque, quelques lignes comme ça, où les pirates étaient présents dans mon adolescence. J'écris dans ce livre. Je lisais aussi la collection en rouge et or, pour les mêmes mystérieuses raisons. Le nom de la collection qui donnait aux couleurs une couleur d'aventure, un flamboiement rouge et or. Oh, la force des images dans l'enfance. Les films de pirates dans des cinémas qui avaient des façades de sucre d'orge et dont les salles ressemblaient à des temples d'Orient avec leurs colonnades, leurs balustrades, leurs plafonds de guimauve. Sur l'écran, la jungle éclatante dans le Tigre du Bengale, le pirate des sept mers, avec les barils de rhum
les pavillons battants tête de mort. Bon, ça c'est dans mon bouquin sur les chouans où je raconte ces moments d'adolescence, de ferveur reliés à la grande rêverie, au grand rêve. Rêve égale réalité bien sûr, hein, au grand rêve des pirates. Je rêvais du pirate Morgan qui attaque Maracaibo, ça sonnait dans ma cervelle d'adolescent, Maracaibo. La charge d'aventure de ce nom est le pirate Morgan. Ou Long John Silver dans l'île au trésor, le corsaire rouge qu'on voyait sur ces putains de films grand écran couleur. Dans les années 50, ces films de pirates dans les ciné de quartier, Barberousse, le pirate des sept mers. D'où vient le drapeau noir des frères rebelles? D'où il vient? Je lis, au XVIIe siècle, les pirates anglais hissent un pavillon rouge, bientôt supplanté par le pavillon noir. Baptisé Jolly Roger, ce pavillon s'orne de squelettes, de têtes de mort ou de sabres. La grande mythologie pirate, tu y es à fond, là où tu te trouves. Les images, elles flamboient, toute la symbolique de la fraternité pirate. Les noms des navires pirates, hein. Regarde, écoute, ce sont de vraies promesses de joie, innocentes, sanglantes et ironiques en même temps, qui balancent un éclair baroque fulgurant dans la nuit, un clin d'œil dans la tempête. Regarde le nom des navires pirates, le nom de ces putains de rafiaux, le Vengeur, le Sans-Pitié, la Sainte Trinité, Joyeux Noël, l'Ange Noir, le Prophète Daniel. Ça vaut 100 fois le Death-Reaper ou le putain de mort des marines du Vietnam qui marquaient la peinture sur leur casque. Death-Reaper, putain de mort, eux c'est le Vengeur, le Sans-Pitié, Joyeux Noël aussi, étonnant, l'Ange Noir. Grande vision de la bourlingue pirate. Philippe Jacquin, qui a écrit sur les pirates, écrit un bouquin qui s'appelle « Sous le pavillon noir », il dit « La vie des pirates à bord des navires de guerre. La vie à bord alterne de longues périodes d'inactivité et des moments de tensions extrêmes. Trop nombreux, les pirates vivent dans une promiscuité effrayante. La surpopulation, l'impossibilité de stocker des vivres en abondance explique la hantise de la faim qui tenaille l'équipage. Dans les années 1620, des flibustiers français, après avoir erré dans la mer des Antilles sans trouver la moindre prise, sont condamnés, si l'on en croit le journal du capitaine, à manger les souliers, gants, poches de cuir, gaines de couteau, crottes de rat, graisse des mâts, jusqu'à ce que l'équipage réussisse à prendre un grand requin qui fut un continent mis à la chaudière. Dans les îles, les pirates mangent tout ce qu'ils trouvent. Petits caïmans, foutes bassans, fruits sauvages. Cette vision du quotidien qu'est la vision de mecs qui vivent à la fois sur la mer et dans la jungle, hein, dans ces putains d'îles des Caraïbes. Ok, bon, la grande aventure, là où tu te trouves. Pour nous, dans les années 50, c'était les films. C'est comme ça, les premiers pirates que j'ai connus, c'est dans les bouquins d'aventure, Rouge et Or, superbe, Bibliothèque verte. Et puis on avait 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. On descendait le dimanche à 14h, c'était pas permanent, c'était une fois seulement. Il y avait une séance de nuit, je crois aussi, là, c'est les parents qui avaient. Avec les enfants parfois, un peu plus tard, oui. Donc l'après-midi, on allait au cinéma voir quoi, ce qui passait. Et dans les années 50, hormis les grands westerns sur grand écran couleur, la grande mythologie du western, il y avait les films pirates. Il y a un film qui m'avait marqué, je l'ai vu au cinéma du Casino de Roya. Casino, espèce de superbe citadelle toute blanche. On traversait la jungle du jardin du casino. Enfant, c'était une jungle. Pour aller jusqu'au cinéma. Incroyable. Cette citadelle toute blanche, celle du casino, illuminait la salle tendue de velours rouge avec ses lambris d'or. Le balcon était au balcon du cinéma, une salle comme un temple. Et les images, la couleur de ce film, Le Pirate des Sept Mers, qui raconte les aventures et l'épopée de Barberousse dans les Caraïbes, m'avait incendié la tête. Depuis, j'ai revu ce film. J'ai pu le capturer sur une vidéo. Il est ici. On s'en fout de la vidéo. On est en 1958, dans une salle de ciné de quartier, et on s'envoie dans la gueule Le Pirate des Sept Mers, l'épopée de Barberousse, sur grand écran couleur. J'y vais, capitaine. On se replie? Oui, repliez!
Et si ce que vous dites est faux? Repliez-vous! Repliez-vous! Davantage de voile. Voyez, nous avons ici toute la voilure. Barberousse, on marche trop vite. Moins vite que le soleil ne marche. C'est plus loin encore, Barberousse? La bras, c'est de l'autre côté. Sur l'autre versant du coteau est la vérité. Ils sont encore là. Oui. J'ai raté la prise de la Havane pour une ruse destinée à sauver Salcedo. Quelle niaiserie! Oh non, Barberousse, je ne mens pas, c'est vrai. Je suis décidé. Je ferai de la Havane l'épitaphe de tous les imbéciles, de tous les hommes assez idiots pour se fier à la parole d'une femme. Regardez, Barberousse, les Espagnols arrivent. Leur flotte est encore là, avec une garde réduite. Voilà qui va nous faciliter sa capture. Mais regardez ces canons, sur la crête du coteau. Barberousse et Alida. Elle l'a prévenu, il n'a pas poursuivi l'attaque sur la Havane. Alors, vous le saviez qu'il attaquerait la ville? Et vous n'avez rien dit? Mes plans de bataille n'appartiennent qu'à moi seul, capitaine. Et je mets au fer tous les séditieux et les insolents. Je ne veux laisser aucune chance à Barberousse de se rembarquer sur ses navires. Pointez nos canons sur le haut du coteau, et puis donnez ordre à la flotte d'ouvrir le feu sur ses bateaux. Que la flotte ouvre le feu! Bien, capitaine. Feu! Mettez-vous à l'abri. Nos navires. Ils coulent tous nos navires. J'ai perdu. J'ai perdu en vous prévenant trop tard. Trop tard pour sauver la flotte, certes, mais non ma foi en vous. Ce que vous disiez était vrai. Alors pardonnez-moi mon doute et mes injures. Barberousse, que pouvons-nous faire? Est-ce qu'on fait un nouveau repli? Non. Notre seule chance de fuir, c'est de prendre la mer sans retard. C'est mon avis, mais pour ça, il faut marcher vers la Havane. Les navires marchands remplissent son port. La garnison doit forcément y être renforcée maintenant. De plus, avec Salcedo suivi de ses hommes lancés à nos trousses. Mais il n'y a plus d'espoir, regardez. Un seul espoir, son désir d'arriver à se venger de moi férocement. Il l'aveugle et lui fera peut-être jouer notre jeu. Allons sur la plage. J'ai pu couler la flotte de Barberousse, messieurs. Et je l'écraserai lui-même bientôt. Je veux voir mes hommes et tous mes canons dans 1 heure à terre. Bien, capitaine. Je pourchasserai sans trêve cette canaille et ces chiens.
il faut pas rêver, hein. Les hommes libres, les frères de la côte, ils se font manipuler parfois par les royaumes, par la France, l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre. Déjà, la stratégie politique, les basses œuvres, hein, les charognards qui osent foutre leurs pattes sales dans la légende. Toutes les puissances européennes ont tenté d'utiliser les pirates, en sont servis, hein, pour qu'elles jouent leur jeu politique. Quitte à les désavouer plus tard, à les poursuivre et même les condamner à mort. Ça ne dérange pas. Mais comme dirait le capitaine Kidd, ami, tas de chiens crevés, cordiaux, il nous reste la légende, sacre bleu, pour éveiller l'histoire et la parachuter dans les hauts soleils. Tu peux pas vivre sans cet étirement comme ça, sans ce crochetage sur l'horizon, cette volonté de basculer sang et or dans la lumière. Il existe une ballade du légendaire Capitaine Kidd, une ballade écrite à la mémoire du Capitaine Kidd, écrite par les marins anglais au XVIIIe siècle, dans laquelle on apprend comment le Capitaine Kidd fut supplicié par les Anglais, comment le pirate a été mis à mort. Eh bien, il fut pendu avec ses gants et son habit rouge. On reconnaît le Capitaine Kidd, hormis le chapeau pirate noir, marqué de la tête de mort qu'il porte. Il a un habit rouge et des gants en main. C'était comme ça qu'il combat, dans ce costume de théâtre, fait pour le rouge et or, pour la somptuosité, pour la grande parade. Ces mecs se balancent dans une éternelle parade, offrande à la vie, à la mort. Et il a été supplicié rituellement, on pourrait dire, sans que les flics de la reine le sachent sans doute, au-delà même de leurs gestes. Le symbole fort de son histoire, pendu haut et court, comme on dit, en habit rouge. Dans la ballade du Capitaine Kidd, le Capitaine Kidd, avant son supplice, balance cette exhortation comme ça et il dit « Accourez, jeunes et vieux, venez me voir périr, venez me voir périr. Accourez, jeunes et vieux, venez me voir périr. Accourez, jeunes et vieux, accourez voir mon or. C'est par lui que j'ai perdu mon âme et maintenant j'en meurs. Que ça vous serve de leçon, car je vais en mourir. Car je vais en mourir, que ça vous serve de leçon, car je vais en mourir, que ça vous serve de leçon. Fuyez les mauvais compagnons, de crainte de suivre le même chemin, car je vais en mourir. Ça, c'est la ballade dramatico-satirique du Capitaine Kidd, chantée par les marins anglais au XVIIIe siècle. La mémoire de ce mec pendu haut et court en habit rouge, fabuleux. Ouais, dans la nuit hertzienne, 88.2, radio ici et maintenant, en l'avant même du navire pirate. Cette radio fut une radio pirate, à l'origine elle l'est restée. Ouais, dans la grande nuit hertzienne, avec cette pleine lune des Caraïbes qui coiffe le ciel de Paris tout de suite. Salut à toi, Capitaine Kidd, ouais, à tes frères aujourd'hui hors du monde. Ils sont devenus des princes dans les territoires de la mort. Pour toi, pour eux, tout de suite, maintenant. Ce chant d'exil, écoute, toute la mémoire, l'âme pirate tordue, dévorée par le soleil, par la hantise des... Ouais. C'est une blessure sans fond. Même la mort, l'or, le sang et la lumière la comblent pas. Nu är Elias gren och het.
Feini, 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 oh, feini, 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 oh, skien hien ogak mio. Ouais, et parfois, dans les tavernes de la Jamaïque, les mecs sont tellement pétés qu'ils foutent le feu, font sauter des barils de poudre au milieu d'eux, comme ça, sèment la mort comme des dieux ivres. Espèce de grande fiesta de la vie et de la mort. Ils la vivent entre eux aussi dans les tavernes. D'anecdote, le jeu de la vie et de la mort dans la grande épopée pirate. Une schtroumpferie délirante, dionysiaque, un truc qui leur emporte la tête. Regarde cet extrait des Chroniques de la Flibuste. Flauf, Ushnak Lou, Stockatolen. Voilà. Les mecs, ce qu'ils ont fait un soir dans l'île de la Tortue. Dans la taverne, il y avait des barils de poudre. Comme ça, un fait divers de la vie quotidienne des pirates. Là, c'est une morale pour eux aussi. C'est l'instant, maintenant, peu importe si la mort se met à hurler à ce moment-là. Voilà ce qu'on lit. Une détonation assourdissante ébranle toutes les cabanes. Les matelots se précipitent dehors. Un voilier est en flammes dans la petite baie de la Jamaïque qui abrite un repère de pirates. Témoin de la scène, Exmelin, le chirurgien des flibustiers, en donne la raison. Complètement ivre, des pirates ont mis le feu aux poudres, provoquant l'explosion et la mort de centaines d'hommes. Chez eux, ouais, là où ils vivent. Parce que rien n'est retenu dans le sens frileux de la vie. Alors maintenant c'est pire. C'est pas retenu, c'est figé, c'est arrêté, c'est verrouillé, c'est mortellement, définitivement bloqué dans le béton et le ciment. Cherche un grand espace à conquérir, hormis à l'intérieur de toi-même. Fouille, cherche. Tu heurteras des empires économiques qui existent, décadents. Et le pirate aujourd'hui doit faire le jeu de la décadence. C'est dans cette mer-là qu'il s'enfonce. Tu ne vas pas prendre de nouveau d'assaut les mers du Sud. Enfin, tu peux si tu veux, après tout. Pourquoi pas? Ce sera un jeu de vie et de mort superbe. De balancer dans les Caraïbes, maintenant, aujourd'hui, un dernier vaisseau pirate. Non, c'est autre chose qu'il faut. Ouais, cette pensée pirate, cette manière de vivre. Il faudrait que ces cons-là, ils reviennent. Eux, ouais. Qu'ils reviennent, parce qu'ils reviennent, comme reviennent les dieux selon l'antique loi des cycles du retour. Ouais, ceux qui ont fait la grande histoire pirate. C'est eux maintenant, oui. J'appelle Morgan le pirate, Capitaine Kidd, Francis Drake, Worrall, Grace O'Malley, la reine corsaire d'Irlande, Long John Silver. La grande épopée, les escadrilles barbares. Pourquoi? On a besoin de ces mecs-là maintenant, tout de suite, en 95. Pourquoi faire? Je vais te dire. Quel abordage? Je vais te dire. Pour foutre en l'air le politiquement correct. Virer Chirac et les gaullistes de merde. Foutre le feu à la citadelle. Ramener les hauts soleils de l'histoire. Ils sont de la race des Bayards, des D'Artagnan et des Saint-Louis, sauf qu'eux, ils ont fait un détour par l'enfer. Alors gloire à eux, pirates, corsaires, flibustiers, les fils du diable, bénis par Dieu, bien sûr. Heiko Voral! Sombres héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Tout part toujours dans les flots, font des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés, c'est leur peine qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Always
ceux qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, son